Bonjour et bienvenue. À présent, pour commencer par cette actualité, les Africains vivant au Rwanda, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation, ont salué l'hospitalité du Rwanda et son ouverture envers d'autres Africains. Selon eux, cette hospitalité leur a permis de se sentir au Rwanda comme chez eux. Le point avec Jean Dabassel Malishimwe. Depuis 2023, le Rwanda a ouvert ses frontières à tous les Africains qui peuvent désormais entrer sur le territoire rwandais sans exigence de payer un visa. De nombreux étrangers arrivés au Rwanda sont venus avec leurs activités, principalement commerciales. Toutefois, le cas des ressortissants du Soudan, touchés par Niger, qui ravagent leur pays depuis longtemps, est assez particulier. Ils ont transféré dans le pays l'université spécialisée en médecine et technologie. Par la suite, cette université a accueilli d'autres étrangers ainsi que des Rwandais et compte aujourd'hui des étudiants originaires de 12 pays différents. Les étudiants de cette université affirment que le Rwanda est devenu pour eux un second foyer. Ils vivent librement et considèrent les Rwandais comme les frères et sœurs au point de commencer à partager la culture rwandaise. Ces étudiants disposent de moments d'échange culturels durant lesquels ils partagent les traditions de leur pays d'origine. Les étudiants rwandais de cette université soulignent que ces moments sont une bonne occasion de faire connaître à leurs camarades la culture et l'histoire du Rwanda, tout en découvrant celle des autres pays. Le vice-recteur de cette université remercie le Rwanda pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et pour l'importance accordée à l'éducation de l'enfant africain. Ces Africains vivant au Rwanda saluent la politique rwandaise d'ouverture aux autres Africains qui, selon eux, sert d'exemple de coopération et de relations internationales que d'autres pays africains devraient imiter. Les pays avaient des excuses que pour des raisons d'insécurité, on ouvre les frontières, n'importe qui peut venir, et ils peuvent peut-être devenir une menace pour le pays. Mais malheureusement ou heureusement, ce qu'on constate, le fait que le Rwanda, depuis quand même quelques années, a réussi à demander que les gens n'ont même pas besoin de postuler ni de payer pour entrer dans le pays. Est-ce que ça a rendu le Rwanda plus insécurisé que les autres pays que nous voyons? Donc c'est cela d'ailleurs qui est l'équation primaire. Et ceux qui se ferment le plus, je dirais, sur l'index, si vous lisez l'index jusqu'au bout, le Rwanda et la Gambie sont aujourd'hui les premiers pays. Et les derniers, si je vais le dire aussi, c'est le Soudan qui est le dernier sur la liste. Et le Soudan aujourd'hui, est-ce que c'est un pays en sécurité par rapport au Rwanda? Parce qu'ils se sont fermés, ils n'ont pas permis aux gens de se déplacer. Donc je crois que la question est ailleurs. Ce que nous, peuple africain épris de paix, nous voudrions, c'est qu'il y ait ouverture, que les gens puissent se déplacer à l'intérieur de l'Afrique. Et ça, c'est un défi que nous avons à relever. Les pays qui essaient de le faire, et y compris aujourd'hui le Bénin, le Ghana et d'autres pays sur la liste, quand vous voyez le positionnement, je crois que nous devons les encourager et trouver un mécanisme pour rendre ça durable, au lieu de prendre des prétextes pour empêcher les gens de se déplacer. Et surtout que ces terroristes, ils ne prennent pas par les aéroports, ils ne prennent pas par les frontières. Quand un terroriste veut venir chez toi, il va présenter une carte d'identité ou un passeport pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc je crois qu'il faudrait qu'on élève le débat, parce que les pays qui nous ont colonisés, comme les pays européens, aujourd'hui, quand vous allez en Europe, même si vous avez le visa Schengen pour rentrer dans un pays, vous pouvez parcourir les autres pays. La libre circulation des personnes et des biens, la facilitation des coûts de transport à l'intérieur des pays et les infrastructures pour lier les pays sont aujourd'hui des défis qui restent encore à relever, et de faire aussi en sorte qu'il y ait ces trains à grande vitesse que nous avons en Europe. Les vols doivent être moins chers parce qu'aujourd'hui c'est presque impossible, même si le pays ouvre les visas et que vous n'avez pas besoin de visa, ça devient encore compliqué quand vous devez payer un billet d'avion qui coûte 3 fois plus cher peut-être que ce que vous allez payer pour aller en dehors du continent. Donc je crois que c'est des préoccupations que nous
continuons de plaider pour ça, pour que ceux qui en ont la capacité de jouer un rôle, que ce soit les gouvernements, la société civile ou les entreprises, qu'on fasse quelque chose pour que cette Afrique sorte de son état de précarité. Parce que quand on est isolé, forcément, le résultat, c'est ce que nous avons. La pauvreté continue, le continent avec des crises, des combats, parce que les gens se limitent à des petits espaces et ils pensent que ce n'est que ce qui compte. Donc quand ils sont plus exposés, ils vont voir le monde dans un sens un peu plus large et puis peut-être que ces crises vont peut-être trouver solution dans cette ouverture et dans la résolution de ces problèmes que le rapport est en train d'indiquer. L'Université de médecine et de technologie compte plus de 700 étudiants issus de 12 pays dont le Rwanda, qui est représenté par 21 étudiants. Depuis que le Rwanda a ouvert ses portes aux étrangers, beaucoup sont venus s'y installer et y travailler. Le cas du Soudan reste toutefois unique. Après le déclenchement de la guerre au Soudan, cette université s'est installée à Kigali, suivie par 2 équipes de football soudanaises, Al-Hilal et Al-Merrek, venues participer au championnat national du Rwanda. Le ministère de l'Éducation a indiqué que le savoir-faire et l'expérience que ces enseignants venus du Zimbabwe apporteront aux élèves et enseignants rwandais contribueront à renforcer la qualité de l'éducation au Rwanda. C'est dans ce cadre que 139 enseignants zimbabwéens ont été accueillis dans le pays. Un reportage de Jean-Benoît Michel. Ces enseignants font partie du 2e contingent et enseignants des matières telles que l'anglais, les mathématiques et les sciences appliquées, dans les écoles primaires, secondaires ainsi que dans l'université. Ils affirment être prêts à enseigner de matières professionnelles et sont convaincus que leurs cours bénéficieront pleinement aux apprenants. To teach whole technology. Je viens enseigner les technologies de l'information, en même temps enrichir mes propres connaissances. Je suivrai le curriculum rwandais et mettrai l'accent sur les sciences appliquées en utilisant la technologie. J'ai confiance que les élèves apprendront correctement et qu'ils seront enthousiastes à découvrir de nouvelles choses. Je leur enseignerai beaucoup en anglais, notamment la prononciation, la lecture et d'autres compétences, selon mon expérience de 15 années. Le ministre zimbabwéen de la fonction publique, du travail et du bien-être social, Edgar Moyo, a déclaré que l'envoi de 6 enseignants rwandais vise à renforcer les relations et la coopération entre les 2 pays. Nous demandons aux enseignants d'exécuter consciencieusement les missions pour lesquelles ils sont venus au Rwanda, qu'ils s'approprient de la culture et la langue rwandaise, transmettent leurs connaissances et enrichissent également leurs propres compétences. Cela contribue à renforcer les relations bilatérales et à mettre en œuvre les accords existants. La secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, Irene Claudette, souligne que les connaissances apportées par ces enseignants joueront un rôle important dans l'amélioration de la qualité de l'éducation rwanda. Ce que nous constatons surtout lors de nos visites dans les écoles, c'est l'amélioration du niveau en anglais des élèves. Cela nous motive à renforcer les moyens d'évaluation de suivi. Nous espérons que l'arrivée de ce nouveau contingent permettront d'accroître l'expertise et le savoir dans nos écoles ainsi que chez nos enseignants. Ces 139 enseignants zimbabwéens rejoignent les autres 157 enseignants qui étaient arrivés au Rwanda en 2021. En 2022, le ministère rwandais de l'Éducation a signé un accord avec son homologue zimbabwéen pour rétablir un mécanisme durable d'envoi d'enseignants zimbabwéens au Rwanda. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et à quelques jours des fêtes de Noël et du Nouvel An, la ville de Kigali brille aux couleurs inhabituelles, de quoi pousser au haut niveau sa beauté légendaire. Plus de détails avec Jean-Damascène Manéchim. Un peu partout dans la ville de Kigali, les préparatifs des fêtes de fin d'année se poursuivent activement. Cette dynamique s'inscrit dans les programmes mis en place par la ville de Kigali, visant à embellir la ville à travers des décorations festives, des illuminations et diverses animations culturelles. Parallèlement, plusieurs concerts et spectacles sont organisés afin de créer une ambiance festive, d'attirer les habitants et les visiteurs et de leur permettre de célébrer les fêtes dans la joie. Durant cette période festive, Kigali se distingue par une atmosphère chaleureuse et animée.
Les ronds-points, grandes artères, hôtels et centres commerciaux sont décorés de lumière et de symboles de fête. Des événements tels que des concerts en plein air, des soirées culturelles, des expositions artisanales et des marchés de Noël et de fin d'année sont organisés dans différents quartiers de la capitale. Les établissements hôteliers et de loisirs proposent également des programmes spéciaux, notamment des soirées musicales, des festivals gastronomiques et des animations familiales, contribuant ainsi à dynamiser le tourisme local et l'économie de la ville. Ces activités offrent aux habitants comme aux visiteurs l'occasion de se retrouver, de partager des moments conviviaux et de célébrer les fêtes dans un cadre sécurisé et accueillant. Ainsi, grâce à ces initiatives, la ville de Kigali continue de s'imposer comme une capitale moderne et attractive, où les saisons festives sont célébrées dans un esprit de paix, de partage et de cohésion sociale, dans une sécurité sans pareille. Pendant de nombreuses années, certains ont considéré le gaz méthane et d'autres gaz présents dans le lac Kivu comme un danger. Aujourd'hui, ce gaz, notamment le gaz méthane, sont devenus une opportunité. Ils permettent de produire plus de 50 mégawatts d'électricité. À l'avenir, ce méthane devrait également servir à la production de gaz de cuisson. Des recherches récentes ont indiqué par ailleurs que le lac Kivu pourrait contenir du pétrole. Reportage avec Jean-Benoît Michel. Le lac Kivu est le troisième lac le plus profond d'Afrique. Il s'est formé il y a des milliers d'années à la suite d'une combinaison d'activités volcaniques, de mouvements géologiques internes et de tremblements de terre. Ce lac au caractère unique contient des zones riches en gaz, principalement le dioxyde de carbone et le méthane. Longtemps perçus par certains comme une malédiction, ces gaz sont aujourd'hui considérés par d'autres comme une richesse exploitable. Considéré sous l'angle des opportunités, le méthane du lac Kivu permet actuellement de produire plus de 50 MW d'électricité grâce à la centrale Shema Power Lake Kivu, située à Nyamyumba, dans le district de Rubavu. Cette centrale représente un investissement de 300 millions de dollars américains. Sa première phase est composée de 4 machines et l'usine est installée au milieu du lac Kivu, à environ 6 km du rivage, où se trouve l'usine principale. Le Rwanda Broadcasting Agency a visité le site en fait d'éclairer l'opinion sur les réalités liées au gaz du lac Kivu. Gase mwaho hasi cyane bikavangura amazi na gase bigakuramo. La machine extrait du fond du lac un mélange d'eau et de gaz, sépare l'eau du gaz, puis il renvoie l'eau dans le lac. Ensuite, un compresseur renforce la pression du gaz en fait de l'acheminer jusqu'à la terre ferme sans fuite. Ifite na pression nziza yo kugira yoge ku buryo nyabwo. Tous les gaz extraits du lac Kivu sont transportés à travers des conduites immergées à environ 20 mètres de profondeur, puis acheminés vers la terre ferme où ils sont traités dans la deuxième phase de l'usine, avant d'être transformés en électricité dans la troisième phase. La direction de Shema Power Lake Kivu affirme que la centrale est équipée d'une technologie fiable capable de prévenir tout risque. Toutes ces installations fonctionnent avec un nombre réduit de personnel, car la plupart des opérations sont automatisées et dotées de systèmes de sécurité. En cas d'incident, le système s'arrête automatiquement en fait de protéger les travailleurs, la centrale elle-même ainsi que le lac pour préserver sa stabilité. La construction de cette centrale a débuté il y a 6 ans. Depuis lors, plus de 1500 personnes ont été employées temporairement lors des travaux et l'usine compte aujourd'hui plus de 110 employés permanents. Les populations riveraines estiment qu'au-delà de l'augmentation de la production électrique, le projet a été un véritable catalyseur de changement. La centrale Shema Power Lake Kivu se dit prête à contribuer davantage à l'augmentation de la capacité énergétique nationale, conformément à la vision du Rwanda visant l'autosuffisance énergétique d'ici 2030. Avec l'objectif de 1000 MW contre environ 400 actuellement, des discussions sont en cours avec le gouvernement rwandais pour augmenter la production injectée dans le réseau national de 28 à 100 MW supplémentaires.
La technologie que nous utilisons est déjà maîtrisée et disponible. Il ne s'agit donc pas d'une innovation à attendre. Et l'augmentation de la capacité est tout à fait possible grâce aux discussions en cours entre nous, les investisseurs, et le gouvernement du Rwanda. Selon les données de Rwanda Energy Group, en juillet 2025, près de 85% des ménages rwandais avaient accès à l'électricité. Environ 60% étaient raccordés au réseau national, tandis que 25% utilisaient principalement l'électricité issue de l'énergie solaire. Les résultats récents de la 7e enquête intègre sur les conditions de vie de ménages montrent que 75% des ménages rwandais utilisent encore le bois pour la cuisson, près de 19% utilisent le charbon, tandis que seulement 5,4% recourent au gaz, au biogaz et ou à l'électricité. Présentant le programme quinquennal du gouvernement devant le Parlement, le Premier ministre et le docteur Justin Sengiumva a indiqué que l'une des priorités du gouvernement est l'autosuffisance énergétique en privilégiant des sources propres et renouvelables. Cela contribuera à réduire l'utilisation des énergies issues de la biomasse, telles que le bois, l'herbe et les résidus agricoles. Les recherches sur l'énergie nucléaire se poursuivront, tout comme le développement des énergies propres, notamment le méthane. Situé à 1462 mètres d'altitude, le lac Kivu fait vivre plus de 2 millions de personnes grâce à la pêche, au transport lacustre, au tourisme, à l'énergie et à d'autres activités. Outre la production actuelle d'électricité, est prévu qu'avant 2027, le méthane du lac puisse être utilisé pour produire de gaz de cuisson. D'autres études récentes suggèrent également la présence potentielle du pétrole. Bien que le lac Kivu dispose d'importantes ressources naturelles exploitables, sa localisation dans une zone volcanique active à proximité de volcans tels que Nyiragongo et Nyamaragira en RDC impose une vigilance permanente et un suivi continu de ses caractéristiques géologiques. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. L'Académie nationale de la culture se félicite de l'augmentation du nombre de personnes qui fréquentent la Bibliothèque nationale qui a atteint 528 au cours de l'année 2024-2025. La dite Académie affirme vouloir continuer à utiliser afin de rapprocher les livres des Rwandais de manière plus accessible. Jean Damascène Manichim nous en dit plus. Une étude menée par l'Académie nationale de la culture dans le cadre de l'évaluation des patrimoines culturels rwandais en 2025 a révélé que dans plusieurs régions du pays, certains citoyens n'ont pas accès aux livres ou les obtiennent difficilement. À la bibliothèque publique de Huye, au sud du Rwanda, les usagers indiquent que de nombreux ouvrages disponibles sont rédigés en langues étrangères. Même à la Bibliothèque nationale numérique située à Kakiru dans la ville de Kigali, le nombre de visiteurs reste encore faible. L'un des visiteurs, Munyaburanga Basengo, souligne toutefois que cette bibliothèque regorge de nombreux ouvrages contenant des connaissances variées. Je sais qu'il y a une grande richesse et que les gens ne viennent pas exploiter. Et c'est vraiment dommage pour moi. Parce que je sais que les livres ont une grande importance dans la formation de l'homme, dans tous les domaines. Et la Bibliothèque nationale est une, comment dirais-je, accumulation de connaissances à travers les livres. Et c'est une grande richesse, c'est un héritage pour le pays. Et comme je l'ai vu, il y a d'anciens livres écrits par des auteurs rwandais et d'autres, les missionnaires entre autres, parce que ce sont ceux-là qui nous ont appris à écrire, qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont inspiré même nos premiers écrivains comme Monseigneur Alexis Kagame, Monseigneur Bigirumwami, Naïgiziki et d'autres. Alors, dans cette bibliothèque nationale, il y a tout ça. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas suffisamment exploité, comme je le disais. J'ai été impressionné par le travail réalisé ici, dans le domaine de la conservation et de l'archivage des livres au Rwanda.
C'est très propre, très bien fait. Et je pense que l'État y consacre beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour justement conserver ce produit littéraire et linguistique. Voyez-vous, nous les Rwandais, nous n'avons pas l'habitude de la lecture. Hein. Nous avons dans notre culture, c'est la culture du verbe. Hein. Mais malgré le longtemps, la longue période d'apprentissage, de contact avec l'Occident, hein, nous n'avons pas vraiment très bien évolué. Alors, je pense qu'il faudrait que l'État pense à cela pour que ce que nous voyons ici ne soit pas une perte. Et pour cela, il faut beaucoup de stratégies, hein, et à la fois donc, disons, au niveau du gouvernement, mais aussi et surtout au niveau de l'enseignement de la jeunesse. Parce que la façon dont l'enseignement est donné ne favorise pas beaucoup, parce que moi, ça fait 50 ans, depuis 50 ans que je donne cours, et c'est dommage, j'ai des enfants, quand je vois comment ils sont maintenant, et même les autres, hein, les intellectuels, les élites, hein, du pays, ils n'exploitent pas beaucoup les livres et pour l'amélioration, l'épanouissement intellectuel. Et l'État devrait consacrer beaucoup d'efforts, mais surtout dans le domaine de l'enseignement, et essayer de réorienter la méthodologie actuelle pour que l'intellectuel rwandais puisse être compétitif sur le plan international. Le recensement effectué par l'Académie nationale de la culture indique que la Bibliothèque nationale numérique compte actuellement 16 330 livres. L'ouvrage le plus ancien est Inganji Kalinga de Monseigneur Alexis Kagame, publié en 1943, tandis que le plus récent est Foseken Faesek de Mireille Kadela, publié en novembre de cette année. Un autre patrimoine conservé au sein de la Bibliothèque nationale numérique est constitué de journaux anciens, notamment le Kinyamateka, publié en 1951. Elle conserve également 3421 copies du journal officiel de la République du Rwanda depuis les éditions 1964. Le directeur de l'Académie nationale de la culture, l'ambassadeur Robert Masozera, assure que l'institution poursuivra ses efforts pour rendre ces documents accessibles aux Rwandais en s'appuyant sur des technologies numériques et d'autres méthodes innovantes. Et voilà, nous achevons ce journal. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. Et d'ici là, portez-vous bien.